Merci. Alors, je ne suis pas spécialiste de la littérature francophone. Si on définit par littérature francophone, la littérature faite, publiée et diffusée en français par des gens n'ayant pas une carte d'identité française ou bien ne relevant pas directement de l'espace métropolitain, moi d'employer un mot ancien, qui correspond à l'Hexagone. Donc c'est la définition qu'on donne de francophone. Je veux dire, vous pouvez être un écrivain francophone, citoyen français, homme politique français, mais francophone, type Césaire, et pourtant Césaire est citoyen français. Donc, toujours un peu de dispute sur la définition des mots, mais disons simplement que le francophone, pour dire vite en littérature, c'est ce qui serait en français et pas français. Ce serait la définition simple de laquelle on pourrait partir. Mais il y a un problème qui est bien ressorti dans l'ensemble des interventions, c'est que nous vivons dans un monde qui est tout simplement multipolaire. Tout simplement, nous vivons dans un monde mondialisé. Et la caractéristique d'un monde mondialisé, c'est qu'il n'y a pas un seul centre. Il y a une pluralité de centres. Et un peu comme dans le schéma que avait proposé Madame la professeure Iwamoto, eh bien, il y a des planètes qui s'attirent, qui se répulsent et qui tournent autour les unes autour des autres. Une remarque sur votre planète, chers collègues, enfin sur votre tableau, là, c'est qu'on n'est que dans un système, on est dans le système solaire, hein, vous me l'avez proposé. Or, il y a une infinité de systèmes dans l'univers, et donc une infinité d'attirance, de répulsion, de circulation qui s'opère, et notre grande erreur, toujours quand nous parlons en termes de culture, c'est de penser en termes de eux et nous. Il n'y a pas eux et nous. Il y a nous et le monde qui est composé d'une infinité de lieux, d'instances et d'institutions. Et on le voyait bien, ce n'est pas le problème de la France par rapport au Japon, de la Belgique par rapport au Japon, etc. C'est dans quels univers sommes-nous, sachant que notre univers est un univers de multiples relations et de multiples langues et de multiples circulations des cultures. Parce que si on ne part pas de ces évidences, on a du mal à comprendre et on se retrouve tout de suite dans un dialogue qui est extrêmement pernicieux, parce qu'on a l'impression que les relations culturelles seraient un peu comme les relations d'une balance des paiements entre deux entités. Vous me devez ça, je vous dois ça, etc. Simplement, nous importons des machines au Japon, qui peut importer des logiciels à la Corée, qui peut importer ceci, cela. Et donc, le résultat final que nous avons est très généralement le produit de toute une série d'interactions et d'interactions horriblement complexes à observer. Et finalement, l'économie, c'est beaucoup plus simple que la culture. L'économie, ça se décrit relativement bien. La culture, c'est pratiquement indescriptible. Or, notre devoir est précisément de comprendre, non pas comment ça marche, mais comment marchent les choses dans ce système. Et on le voit très bien dans l'apparition d'une littérature. Eh bien, non seulement il y a des régimes d'historicité sur lesquels vous avez insisté, c'est-à-dire que voilà, on va déterminer un certain nombre d'étapes, mais ces étapes ne sont pas autonomes et elles sont elles-mêmes liées à une histoire qui est une histoire mondiale, qui elle-même est une histoire, comme on dit aujourd'hui, interconnectée et pas simplement bilatérale. Il n'y a rien de bilatéral et pour simplifier les choses, nous sommes obligés à un moment donné de mettre la focale sur une relation bilatérale, mais elle est évidemment, c'est évidemment inexact. Hein. D'où le fait que chaque fois qu'on parle de relations entre les cultures, quand on parle de littérature ou de littérature comparée, la grande erreur serait supposer qu'on ait
dans une observation bipolaire, alors qu'il y a une multiplicité d'acteurs, de pôles qui sont à l'œuvre. Donc, tout ceci pour dire que pour la question francophone, ça marche comme ça aussi, avec un paradoxe que vous avez soulevé et sur lequel moi je vais m'attarder un tout petit peu, qui est un paradoxe fondé sur des observations matérielles, à savoir l'édition. Puisque les livres sont faits pour être imprimés, sont faits pour circuler, et l'édition, en tant qu'industrie culturelle, est un point d'observation intéressant, même si ce n'est pas le seul. Alors Jean-Philippe Toussaint, il publie où? Il publie les éditions de Minuit. Les éditions de Minuit, elles sont où? Je prends votre dernier exemple. Ouais. Elles sont où? Tiens, elles sont à Paris. Ou bien Amélie Moton, elle publie où? Elle publie à Paris, etc., etc. Or, une des caractéristiques qui m'intéresse, c'est que, pour des raisons historiques complexes, le siège de l'édition française dans le monde est à Paris. Il se trouve qu'à Aix, il y a une grande maison d'édition, la 12e, il y a une grande maison d'édition littéraire, la 12e en chiffre d'affaires en France, qui se trouve à Aix Sud. Mais, pardon, excusez-moi, voilà, pas très loin, ça veut dire encore dans les Bouches-du-Rhône. Et, à part ça, l'édition est à Paris, et bien évidemment, les Actes Sud a un bureau à Paris. J'imagine qu'on ne fait pas tout à Aix. Quand j'imagine, je ne me trompe pas. Donc, ce qui est intéressant dans le système de l'édition en français, c'est que le cœur est à Paris et que l'édition en français est d'abord une édition parisienne. C'est une réalité qu'on peut discuter, qu'on peut mettre en cause, mais je vous donnerai juste un exemple comme ça pour parler d'une édition du Nord dynamique comme celle du Québec. 7700 ouvrages parus par an, tout confondu, du scolaire, etc. Paris, France, 98 000. Ça vous donne simplement une idée du rapport. Suisse romande, 1200. Quant à l'édition belge, elle est totalement francophone, elle est totalement achetée par les Français. Et d'ailleurs, vous avez acheté Payot Rivage, qui était de ce qui fut... Monsieur, c'est votre maison, et de ce qui fut un des fleurons de l'édition romande. Donc, cette idée-là est extrêmement compliquée. Le cœur de l'édition est à Paris, mais les choses sont plus compliquées. Et on prenait l'exemple, j'avais décidé de prendre l'exemple de la trajectoire tout simplement d'un écrivain particulièrement célèbre, puis j'avais pas regardé que Bernard Magnet avait été son intervieweur dans un livre important dans lequel il met en place sa trajectoire. Il s'agit de Dany Laferrière, et pour montrer simplement que nous aurions tort de penser les relations dans le monde francophone uniquement en termes nord-sud. C'est archi faux. Et donc il faut qu'on soit plus précis quand on observe ça. Alors, en deux mots, Laferrière, c'est probablement une des voix les plus originales, les plus vivantes, les plus sympathiques, les plus conteuses, les plus hableuses, les plus, au fond, agréables, avec des degrés de provocation, d'inventivité qui sont très grands, et une capacité à ne pas limiter ses approches à la seule littérature, mais à y induire le cinéma, la télévision, enfin, c'est un showman, et puis c'est un homme de bistrot, c'est un conteur, c'est une personnalité importante. Donc vous pouvez regarder simplement la trajectoire physique en quelques mots. Tout jeune homme, il fuit Haïti pour des raisons d'environnement politique, il se réfugie au Québec,
il commence avec difficulté une carrière au Québec et il construit tout pour finir une carrière en France. C'est-à-dire qu'il va de Haïti à avoir la même année, et c'est beaucoup plus tard, le prix de la ville de Paris et le prix de la ville de Montréal, et finir à l'Académie française. Voilà, une trajectoire qui est absolument passionnante. En plus, vous connaissez de vrai, hein? Moi je le connais juste comme ça, de faux. Mais il est particulièrement attirant. Mais j'imagine, soit on le déteste, soit on est pris, on est subjugué par une espèce de présence, de hablerie aussi. C'est très marrant, quoi. Il est extrêmement provocateur. Et il a compris un des grands phénomènes du monde. Alors, je ne vais pas... et notamment sur ces problèmes des déplacements, d'immigration, d'identité, des identités. Puisqu'au fond, c'est quand même bien toute l'affaire. On n'est jamais réductible à une identité, qu'elle soit sociale, générique, linguistique, etc. Et ça, il illustre parfaitement, cette mondialisation des choses. Simplement, pour dire vite, Laferrière commence sa carrière d'écrivain, de conteur, de showman, de provocateur à la télévision, etc., au Québec. Et il se met immédiatement, bon, il s'agit quand même de publier, c'est pas très facile pour un immigré qui n'a pas de soutien particulier, sachant que la communauté haïtienne est beaucoup moins importante au milieu des années 70 au Canada qu'aujourd'hui, donc il n'a pas tellement de background, si vous voulez, pour se débrouiller. Et vous avez la montre, hein, c'était très très commode, mais elle a disparu. Ah, mais je crois qu'on a le... Oui, vous avez 7 minutes si... Mais c'est beaucoup trop. C'est parfait. Donc, il commence à avoir une stratégie éditoriale en se mettant dans un système d'avant-garde, sachant qu'il est éminemment provocateur, son premier livre étant « Comment faire l'amour avec un nègre sans trop se... » Oui, mais il y a aussi la traduction en anglais. Bon, voilà. Alors, sans trop se fatiguer, et immédiatement, c'est dans une maison d'édition, si vous voulez, d'avant-garde, immédiatement, il la met à Toronto, en anglais, avec traduction, dans une autre édition d'avant-garde. Et puis, il faut 4 ans pour que ça arrive en France. Là, c'est publié très rapidement en pocket, c'est-à-dire en livre de poche, et progressivement, il va tester ses premiers ouvrages en Québec, garder quelque chose pour le Canada en faisant traduire en anglais, et puis s'imposer de plus en plus dans le système français en se mettant finalement dans une maison d'édition adossée à Hachette qui s'appelle Grasset. Voilà le système. Et donc, le système est celui à la fois d'une inscription dans un espace d'Amérique du Nord venu d'Haïti, etc., de l'édition québécoise, et à quoi ça va s'ajouter une francisation progressive, sans que jamais ils renoncent aux maisons d'édition québécoises. Alors, elles changeront à plusieurs reprises, en fonction d'ailleurs d'accords entre certaines maisons d'édition québécoises et d'édition françaises, c'est le cas de l'EMEAC avec vous, et en continuant, si vous voulez, une stratégie à la fois locale, au Québec, et mondiale à Paris. Pourquoi mondiale? Parce que Paris est la capitale de l'édition française. L'édition en français. C'est une force et c'est une faiblesse. Alors, vous avez évoqué le système des prix, etc. Je vais conclure là-dessus. C'est une force et c'est une faiblesse. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'édition anglaise, en anglais, n'est pas exclusivement à Londres. Même si Londres a été, pour des raisons assez semblables à Paris, le cœur de l'édition. Mais évidemment, dans le monde, il existe des endroits où on fait des livres en anglais, que c'est ça, y compris avec des prises de participation. Enfin, je laisse de côté les États-Unis, mais même dans l'espace qui relevait du Commonwealth, il y a Toronto, il y a l'édition anglaise à Toronto, il y a Sydney, il y a l'édition
pour les Espagnols, c'est pareil. Barcelone et Madrid sont la capitale de l'édition en espagnol. Alors, je ne sais pas comment ça se finira avec les Barcelonais, mais par ailleurs, il y a de l'édition à Mexico, et y compris de l'édition littéraire. Il n'y a pas que les livres scolaires, parce qu'évidemment, la base de tout système éditorial, c'est souvent le scolaire. Mais même chose, si vous voulez, pour Buenos Aires. Et il est évident que Sao Paulo est une plus grande ville d'édition que Lisbonne, pour des raisons claires. Or, le paradoxe ou la caractéristique du système français, c'est que l'édition en français est massivement parisienne, mais que toute une série de stratégies pour apparaître, pour se trouver une place, etc., passent par des systèmes de localisation avant d'atteindre le système parisien. Alors, est-ce que ça durera toujours? Rien, non, bien sûr, rien ne dure toujours. Mais les éléments de concentration en faveur de Paris sont d'autant plus importants que le système des prix à retentissement national et mondial est ancré à Paris. Donc, vous voyez, travailler sur la littérature, c'est aussi travailler sur les conditions de l'émergence, de la diffusion de la littérature. Et je crois qu'il ne s'agit pas de faire de la sociologie un système qui expliquerait la littérature, complètement idiot, mais il importe de voir que les productions de l'esprit ne sont pas des objets purs, mais qu'elles sont inscrites dans des histoires, dans des sociétés, dans des luttes, dans des conflits, dans des attirances, dans des répulsions. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais suggérer cette matinée.